Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce dimanche pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Première semaine de rentrée scolaire achevée, nous essaierons d'en faire le bilan en rendant bien sûr à l'esprit les objectifs que s'étaient fixés les uns et les autres. Précisément, le gouvernement, pour ce qui est de la partie anglophone du pays, le gouvernement qui s'était alors lancé le pari d'une rentrée effective dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, la libération de quelques leaders anglophones a-t-elle eu, comme on le disait tout à l'heure, a-t-elle eu l'effet escompté dans cette crise, mais surtout sur cette rentrée scolaire? Une certitude, cependant, la situation reste toujours préoccupante et tendue dans cette région anglophone. En témoignent donc les derniers affrontements dans la partie anglophone du pays, notamment dans la ville de Kombo, dans la région du sud-ouest, affrontements qui ont fait au moins 2 morts, 1 mort selon la version officielle. L'on parle d'une opération de lutte contre les stupéfiants qui aurait dégénéré. Que penser de tous ces scénarios dans cette édition de Droit de réponse? Nous en parlons. Autre sujet marquant de l'actualité, l'on s'arrêtera donc toujours parlant de cette rentrée scolaire sur un dernier résultat rendu public par une société, une organisation de la société civile cette semaine. Il s'agit donc des résultats d'une enquête sur 34 établissements scolaires publics dans la ville de Yaoundé, des résultats d'une enquête qui révèle des monnayages pour obtenir des places dans des établissements publics. On parlera également de cette actualité dans cette édition de Droit de réponse. Autre fait majeur cette semaine, c'est cette sortie sans doute inattendue d'un groupe de chefs traditionnels réunis au sein de l'association dite des patriarches du Mfundi, qui demande au chef de l'État d'élargir sa générosité, sa magnanimité même, pour reprendre les termes même du communiqué rendu public dans la presse cette semaine. Pour ces dépositaires de la tradition, le chef de l'État devrait également faire bénéficier à des personnes interpellées, incarcérées pour des faits de détournement de fonds publics de sa magnanimité. Il devrait être libéré comme les leaders anglophones cette semaine. Alors comment comprendre la sortie de ces chefs traditionnels? Nous en parlerons dans cette édition de Droit de réponse. Et avant de la refermer, nous arrêterons sur quelques faits majeurs à l'international, notamment la grogne populaire au Togo ou encore la montée en puissance de l'opposition au Kenya, des faits qui parlent au Cameroun selon certains observateurs. Alors comment? Nous poserons la question également à nos invités. Mais avant tout ceci, tour de revue de presse avec Flavien Goudongo ce dimanche pour comprendre comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus. Bonjour à vous Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes déjà présents. Alors on fait cette revue de presse avec notamment cette rentrée scolaire, zoom sur les régions anglophones du pays, mais également la sortie des patriarches du Mfundi, et puis on parlera du Togo et du Kenya. Alors, ce sont des actualités qui n'ont pas échappé à la presse cette semaine, comme vous le savez. Donc, voyez-vous, sur la question de la rentrée scolaire, par exemple, la nouvelle inspection du 5 septembre 2017, après constat, a révélé que les villes mortes ont d'ailleurs accueilli la rentrée scolaire à Bamenda. Selon le reporter, quelques d'envoyer leurs enfants à l'école, même en civil, pour une rentrée scolaire effective dans un environnement tendu et fortement militarisé. Dans cette mouvance donc de la rentrée scolaire, le journal Info Matin était donc aux trousses du ministre des Enseignements secondaires qui, après avoir fait le tour dans le nord-ouest, a choisi de lancer la rentrée scolaire à Bouya, dans la région du sud-ouest. Le rédacteur de l'article fait savoir que Ngale Bibeye a, à cette occasion, donc mis en exergue le bilinguisme et même le multiculturalisme lors de la leçon inaugurale, une leçon menée en français et en anglais en présence des chefs traditionnels, les autorités administratives, religieuses et même politiques. Pour le journal La Météo, toute la communauté éducative du Sud-Ouest a donc accueilli favorablement la première leçon dispensée par le ministre des Enseignements secondaires, et dont le thème de cette année est donc axé sur les enseignements de seconde génération pour la formation des citoyens aptes à promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme et surtout le vivre ensemble. Le journal Détective rappelle que Bamenda et Bouya ont d'ailleurs cristallisé les attentions des pouvoirs publics lors de la rentrée scolaire. Toutes les mesures ont été prises sur le plan sécuritaire et même pédagogique pour une rentrée scolaire effective, malgré des tensions et des villes mortes dans les régions anglophones. Alors, autre sujet également, en débat dans ce programme dominical, il s'agit bien sûr de l'opération épervier avec les patriarches du Mfundi. Vous l'avez également évoqué, Albertine, dont selon le journal L'Info Matin qui parle de cette actualité des patriarches du Mfundi demande à Paul Biya de libérer aussi
les Bétis emprisonnés. L'article renseigne d'ailleurs qu'ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas profané les emblèmes, ils n'ont pas violé, encore moins tué ou insulté les institutions et celui qui les incarne. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas empêcher les enfants d'aller à l'école et n'ont pas empêché également, n'ont pas prêché les villes mortes aussi. Ils ont seulement volé un tout petit peu et puisqu'ils qualifient tout cela de moins grave, veulent voir donc leurs frères aussi libérés. Le journal Info Matin, qui traite donc du sujet, comme d'autres tabloïds, fait savoir que la proposition faite au chef de l'État ne fait pas l'unanimité au sein des Bétis du Foundi à Yaoundé. Le ciel est donc plein de nuages depuis que cette lettre ouverte a été donc rendue publique au sein de la communauté Béti de Yaoundé. Donc, le sujet n'a pas fait le tour de plusieurs journaux, mais on a quand même vu qu'il y a quelques-uns qui ont évoqué la question, et voilà donc la presse est revenue là-dessus. Alors, autre sujet, le dernier en tout cas de ce rendez-vous dominical également, il s'agit bien sûr de la leçon qui vient donc du Kenya, avec la nouvelle expression qui fait savoir que c'est une véritable leçon de démocratie qui vient donc du Kenya au lendemain de la présidentielle de ce pays. Le quotidien du Carrefour Equinox à Douala explique que la Cour suprême kenyane a donc invalidé le scrutin présidentiel du 8 août dernier. L'élection avait été remportée par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta. L'opposant, donc Raila Odinga, a félicité les juges de la Cour suprême qui ont ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Cette décision qui naît donc à la suite des irrégularités observées lors du scrutin en question. Le journal Info Matin ne parle pas du Kenya, mais plutôt du Togo, pour dire que plusieurs manifestants de l'opposition sont d'ailleurs descendus dans la rue de la capitale pour dire non à la réforme constitutionnelle proposée par le gouvernement. Selon le rédacteur de l'article, l'opposition dicte donc sa loi pour le maintien, ou tout au moins pour le maintien de la paix dans ces différents pays, dans la sous-région, et beaucoup plus pour dire sa part de vérité en ce moment sur le sujet. Donc la nouvelle expression révèle que malgré notamment la coupure du réseau Internet depuis pratiquement mercredi dernier sur tout le territoire national togolais, de nouveaux rassemblements ont donc eu lieu par l'opposition qui finalement a été mobilisée pour dire non à tout ce qui a été fait, notamment la réforme en tout cas évoquée par le parti au pouvoir. Merci Flavien Dongo pour cette revue de presse et bon dimanche à vous. Merci, meilleur à vous. Nous allons découvrir les invités qui nous accompagnent pour cette édition de Droit de Repos. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir sur ce plateau honorable Ferdinand Dinda. Dinda, bonjour, bon dimanche à vous. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes homme politique, ancien député, sénateur suppléant du RDPC. Vous êtes également écrivain. Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages, dont celui le plus récent, donc La couleur du gombo, qui revient entre autres sur des thèmes tels que la corruption. On parlera également peut-être du repli identitaire tout à l'heure dans cet ouvrage-là. Je suis à vous, madame, et je me plierai bien à toutes vos questions pour parler de ce que mon livre relate. Merci. Nous avons également sur ce plateau Dr Essomba. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Albertine, bonjour et salut fraternel à tous les téléspectateurs qui nous regardent d'Equinox TV. Je m'en voudrais si je ne salue pas respectueusement les autres panélistes, co-panélistes qui sont avec moi sur ce plateau. J'espère que nous aurons suffisamment d'arguments pour convaincre et éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes universitaire, vous êtes enseignant à l'université de Douala, plus précisément la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est bien ça. Edmond Kamga, bon dimanche à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Albertine, bon retour également à toi. Merci. Je salue tous les copanélistes, tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, et tout particulièrement le comité de normalisation qui a été mis en place, et tout particulièrement mes félicitations à tous, bon vent, et surtout à son président, Maître Dieudonné Api, que je connais personnellement. Nous dirons peut-être un mot sur ce comité donc, de normalisation qui est donc en place depuis quelques jours. Et justement, c'est un autre gros sujet d'actualité. Vous êtes donc consultant pour droit de réponse, vous êtes journaliste, vous êtes chef d'ex précisément, politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Elimi Lobet, Abel Elimi Lobet, merci d'être sur notre plateau. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche à tous les autres panélistes et à vos très nombreux téléspectateurs.
Vous êtes également un homme politique, vous êtes leader d'opinion, et puis vous êtes conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Oui, c'est ça. Je voudrais simplement dire à tout le monde que je voudrais vous remercier de faire cet effort avec les autres organes de presse, de retenir essentiellement notre attention sur l'importance de l'année prochaine pour notre pays. Je pense que les histoires de football et tout ça, tout le monde a vu que ça nous distrait, ça nous éloigne de l'essentiel. L'année 2018 est très importante pour la nation parce que c'est la première fois dans l'histoire que toutes les élections vont se rencontrer et elles sont toutes des élections structurantes. La prochaine année qui ressemble à 2018, ça sera en 2033 ou 32 si je ne me trompe pas. Beaucoup d'entre nous pourraient ne plus être là. Donc c'est une année importante. Il est important que tout le monde ait l'esprit constamment sur ce que nous allons faire l'année prochaine. En ce moment où la crise anglophone va certainement nous occuper encore ici aujourd'hui. Et nous parlerons donc de la rentrée scolaire en ouverture de cette mission. Elle est donc effective depuis lundi dernier donc, sur l'ensemble du territoire, ou presque, puisque l'un des défis que s'était fixé justement le gouvernement était de rendre également effective cette rentrée, ce retour en classe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et à ce sujet, une certaine presse estime que ce défi n'a pas été tout à fait remporté. Edmond Kamga, de quel côté vous situez-vous de ceux qui pensent que la rentrée scolaire a été manquée dans les régions du sud-ouest, les régions anglophones du pays, du nord-est également, ou alors vous pensez que l'on peut parler d'une effectivité de rentrée scolaire dans ces parties du pays? Je crois que le regard que je peux porter, c'est le regard que la presse a porté sur cet événement qui était très attendu, au plus haut niveau d'ailleurs. Et on sait très bien qu'il y a un événement important, il y a une annonce importante qui a été faite quelques jours avant la rentrée scolaire, même si ça arrivait avec du retard, je pense, la libération de l'arrêt de poursuite concernant les idées anglophones. J'espère que tout à l'heure on en dira un mot, parce que j'ai un mot là-dessus. Mais c'est entre les deux. C'est entre l'effectivité et les villes mortes. Parce qu'en réalité, si je m'en tiens à des reportages des différents médias publics et privés, on a quand même vu des enfants et des enseignants à l'école. Mais ils étaient très peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Les salles de classe étaient à moitié vides. Parfois, des classes étaient presque désertes. Mais on a vu quand même des enseignants qui étaient présents, de personnel, qui faisaient des efforts pour que les parents et les enseignants soient là, disponibles. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est la présence significative, n'est-ce pas, des forces de sécurité autour des établissements et dans les rues, que ce soit à Dboya comme à Bamenda. Je ne sais pas si cette forte militarisation qui est censée sécuriser va véritablement sécuriser. Vous savez, d'abord pour répondre à ta question, j'ai dit c'est mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas eu une véritable effectivité de rentrée scolaire dans les régions anglophones. Mais il y a eu un semblant de rentrée scolaire. Il y a une volonté par rapport au passé, il y a une volonté de faire mieux que par le passé. Mais il y a encore sur le terrain des résistances, des parents d'élèves qui ont peur pour leurs enfants, qui sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Ferdinand Ndingandida, est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé? On a vu tout l'effort du gouvernement, justement, je parlais de Paris tout à l'heure, Paris lancé carrément par le gouvernement pour réussir la rentrée dans ces parties du pays. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que la libération de ces leaders, de quelques leaders, il faut le préciser, a fait bouger quelques lignes dans ces régions? Je vous remercie pour l'expression que vous me prêtez, parce que quand parlait... Monsieur Edmond Kamga, je cherchais un mot juste pour répondre à ce qu'il disait. Et là, vous me prêtez vraiment l'expression, c'est que les lignes ont suffisamment bougé. Ce n'est plus ce qu'on a vu l'an passé, et il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Déjà, les efforts ont été faits au-delà de ce que on peut penser concernant simplement la libération des prisonniers. Il y a eu les déplacements des ministres. Je rappelle que le ministre de l'enseignement secondaire était dans le nord-ouest, le ministre des enseignements de base était dans le sud-ouest. On a vu donc des salles à moitié pleines. Hein, comme disait M. Monkenya, lui, il les a vus à moitié vides. À moitié vides. Moi, je vous dis, on a vu donc des salles qui étaient à moitié pleines. Et en fait,
l'effectivité de la rentrée ressemble d'ailleurs à d'autres parties du Cameroun, parce que j'ai vu des émissions d'Equinox où il y a des lycées dans la zone de Yabassi, dans les zones du sud, où il n'y a pas encore les élèves dans les classes. Donc, à une semaine de la rentrée scolaire, ce que nous avons vu dans le sud-est et le nord-ouest démarque totalement de ce qu'il y avait l'an passé. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Attendons donc maintenant, voir dans un mois, quand les cours vont vraiment véritablement prendre dans tout le Cameroun pour qu'on puisse faire le bilan. Elimbi Lobel, sauf que on a des établissements qui accueillent 3000 élèves et on en a vu qu'une vingtaine. On a des établissements qui étaient complètement fermés. Peut-on parler d'effectivité de la rentrée scolaire dans les régions du Nord-Ouest, précisément dans la région du Nord-Ouest, ville de Bamida par exemple, où sont descendues nos équipes cette semaine? Albertine, j'étais à Bouya. J'étais là-bas lundi, le jour de la rentrée. Et je suis allé à Limbe et à Tiko. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont nous traitons ces questions. On fait comme si, on va voir si le gouvernement va réussir à... Ce n'est pas avec l'école qu'il faut faire ce genre de choses. L'école est un impératif catégorique. Il faut que tout le monde le sache. Moi, je veux qu'on fasse tomber Paul Biya, même tout de suite. Mais faisons qu'il tombe en préservant tout ce qui est indispensable pour la continuité de la marche du pays. Il faut que les gens le sachent. Prendre l'école comme axe de lutte pour renverser ou modifier l'ordre politique me semble une démarche qui va nous coûter très cher à l'avenir, si effectivement on se maintient dans cette façon de faire. J'étais à Bouya, mais avant d'aller à Bouya, j'ai été consulté par le ministre de l'enseignement secondaire. Et je me réjouis que pour la rentrée et pour les années à venir, un certain nombre de dispositions aient été prises par le gouvernement. Ce gouvernement qui est mauvais, qui gouverne mal, que nous devons même renverser, même tout de suite. Mais il a pris des mesures qui me semblent essentielles. Premièrement, la stabilisation des manuels scolaires. On était arrivé à cause de la corruption des éditeurs, la corruption des fonctionnaires qui travaillent dans le choix des manuels, à avoir chaque année des nouveaux manuels. Et ça coûte, ça grève les budgets des ménages. Est-ce que ces mesures ont un effet sur la... Ça va avoir un effet. Sur les régions anglophones du pays? Bien sûr. Vous savez que les programmes scolaires anglophones sont les plus chers. Vous le savez? Vous savez que quand moi j'ai un enfant francophone et un enfant anglophone qui fréquente un enfant anglophone, avec 150 000 francs pour un enfant qui est à fond fort, on n'a pas fini d'acheter ses livres. Bon. Donc, le ministre a pris des dispositions pour que, premièrement, les livres qui ont été inscrits au programme cette année le demeurent 3 ans d'affilée. Deuxième chose, à partir de l'année prochaine, les livres qui vont être ajoutés au programme y demeureront 6 ans durant. Ça va donc permettre aux ménages de faire en sorte qu'un enfant qui avance laisse ce patrimoine à l'autre enfant qui arrive. C'est essentiel. Deuxième chose, le gouvernement a mis 500 millions de francs pour les subventions aux établissements. Et le président, dans sa propagande, a ajouté 2 milliards. Donc il y a une enveloppe à peu près de 2 milliards 500 millions. Et dans nos consultations, il est apparu que le ministre va faire en sorte que la partie anglophone qui a souffert, les établissements anglophones qui ont souffert, reçoivent au titre de la solidarité entre les différentes régions l'essentiel de ce financement-là pour leur permettre de se remettre à niveau. Troisième chose, le gouvernement va prendre en charge les répétitions, la remise à niveau, le cours de soutien aux élèves, certes, qui ont passé, mais dont on sait que leur année était mauvaise. Ça, ce sont des mesures à venir, monsieur. Maintenant, ces mesures qui ont d'ailleurs été annoncées là-bas, plus un autre ensemble de mesures, doivent nous amener à soutenir davantage le principe que les enfants anglophones doivent aller à l'école. Au lycée de Moliko, où la rentrée a été officiellement lancée, j'étais là. Premièrement, il n'y a pas militarisation de Bouya. J'étais là.
Et je n'étais pas seul. J'étais avec d'autres conseillers municipaux. Il n'y avait pas la police, l'armée partout, la gendarmerie, les gens cagoulés. Non, il n'y en avait pas. C'était un lancement officiel, peut-être. Ok. Deuxième chose. À partir du moment où les personnes, la vie physique des gens est en danger, que les établissements publics sont en danger, que les biens privés sont en danger, je ne sais pas quel gouvernement pourrait avoir raison de ne pas mettre les forces de défense et de sécurité à la disposition de la sécurité publique. Alors, M. Libula, pour vous, la rentrée a-t-elle été effective? Ce que je veux dire, nous sommes allés au lycée technique. Il n'y avait pas grand monde. Au lycée de Moliko, les gens sont arrivés progressivement. Quand on est arrivé, le proviseur commençait sa journée avec à peine 150 personnes. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Évidemment, c'est un grand lycée qui a une capacité de l'ordre de peut-être 3000 élèves. C'était dérisoire. Mais je m'attends, moi, mon problème, je ne me mets pas dans une situation où je veux voir si le gouvernement va réussir. Je dis que pour l'école, nous devons nous mobiliser pour que les gens aillent à l'école. Très bien. Docteur Essomba, pour certains, il était peut-être trop optimiste de penser que ça allait réussir, de toute manière, de penser que les élèves allaient reprendre comme ça le chemin de l'école dans ces parties anglophones du pays. On évoque par exemple la libération partielle de ces leaders anglophones qui avaient été incarcérés au cours de la crise. Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui a joué en la défaveur, par exemple, du gouvernement et de tous ceux qui pensaient que l'école allait reprendre effectivement dans ces régions? Albertine, je dois pouvoir indiquer que dès lors qu'une porte d'école se ferme, ce sont des portes de prison qui s'ouvrent. Vous ne pouvez pas imaginer combien je ressens durement dans ma chair que l'école n'ait pas pu reprendre de manière effective. Il faut le distinguer, surtout dans la région de Bamenda, parce que à Boyas, on a ressenti, avec la présence du ministre, on a ressenti l'effet escompté, c'est-à-dire que le grand frère venait de l'expliquer tout à l'heure, il y a eu quand même un remue-ménage, voilà. Mais à Bamenda, c'est tombé un jour de ville morte. Et ça a été très compliqué parce que dès lors qu'il y a la ville morte, décidément, les parents ne peuvent pas laisser leurs enfants le soir d'aller à l'école. Et vous savez, la forte militarisation de cette zone aujourd'hui peut constituer un élément du caractère flegmatique de la rentrée à ce niveau-là. Parce que tout à l'heure, Libé a indiqué qu'à Boya, il n'y avait pas de policiers. Parce que vous savez, comment dire, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Et ça permet donc aux parents de dire, dans cette situation de crise, il sera difficile de laisser aller les enfants dans une situation d'insécurité. Moi, je dois pouvoir indiquer que la sortie du communiqué m'a paru une sortie tardive, bien qu'on puisse apprécier l'effort d'apaisement, l'effort de la recherche de l'apaisement, du retour justement à l'école. Parce que si cette mesure avait été prise bien avant, on a eu 3 mois de congé, 2 mois et demi, disons. Si ça avait été, la mesure avait été prise dès la fin de l'école, on aurait pu avoir suffisamment de temps pour articuler des mécanismes, des techniques pour pouvoir trouver en place les mécanismes de résolution de cette crise. Surtout que si le ministre allait à Boya, on aurait pu peut-être, le secrétaire d'État à l'éducation pourrait aller à Bamenda avec cette présence officielle. Il était dans le Grand Nord. Voilà. Parce que nous avons aussi un problème dans le Grand Nord. Voilà. On ne peut pas tout focaliser dans les régions anglophones. Lui, il était dans le Grand Nord. Voilà. Donc, non, puisque, en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les régions que relaient. Le Grand Nord n'a pas de souci. Si, moi, j'ai un grand souci. Non, monsieur. Il a un très grand souci. Ce n'est pas de même nature. Ce n'est pas de même nature. Ce n'est pas de même nature. Exactement. Moi, je pense, à mon avis, que, et certains l'ont également partagé, le communiqué du président qui portait l'arrêt des poursuites m'a paru un très bon communiqué dans son fond, dans sa finalité, mais c'est l'intervention qui m'a paru tardive. Et je continue d'insister sur cet aspect pour indiquer que si cette mesure avait été prise bien avant, j'imagine et j'ose croire que beaucoup aurait pu être fait pour que cette rentrée soit effective dans cette zone de Bamenda. Vous voulez dire un mot? Oui, je voulais dire un mot. Je rejoins un peu M. Limbi Lobé dans sa façon de voir les choses. Il faudrait qu'on arrête dans notre pays de jouer les événements nationaux comme étant une espèce de parti entre le gouvernement et l'opposition, entre qui a gagné, qui a perdu. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Il y a une rentrée scolaire qui engage nos enfants, le futur du Cameroun. On ne devrait pas le jouer dans une espèce de qui a gagné, il n'y avait pas d'enfants dont l'opposition a gagné, la ville morte, la peur a gagné, ou tout. Non.
Il faut regarder les choses avec une certaine lucidité, dire que sérieusement des efforts ont été faits. Même les parents font déjà l'effort d'envoyer les enfants, même ceux qui étaient en civil. Et ça doit aller dans le sens d'appuyer ces gens-là pour qu'il y ait un engouement, que les gens commencent à comprendre qu'il faut envoyer les enfants à l'école. Et pareil, on ne peut pas dire que ce qui se passe dans le Grand Nord est insignifiant, parce que dans le Grand Nord, il se trouve qu'il y a un mouvement maintenant vers le sud, vers les régions les plus basses, parce que dans l'extrême nord, justement la région, il n'y a pas la quiétude normale pour que les enfants puissent aller à l'école. Et là, le gouvernement s'est partagé. Vous avez le secrétaire d'État et d'autres qui montent dans le Grand Nord, certainement dans les régions anglophones. Nous sommes dans une situation où le pays connaît des difficultés et cette rentrée scolaire a besoin que tous nous convergeons vers des efforts qui doivent amener nos enfants à aller à l'école. Il n'y a pas de match de football ou je ne sais pas quoi, où on doit nous demander ici qui a gagné, qui a perdu. Il ne s'agit peut-être pas de savoir qui a gagné ou qui a perdu, mais peut-être d'évaluer les mesures qui sont mises en œuvre à ce jour, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer justement pour que la situation de ces enfants qui doivent aller à l'école s'améliore. Et sur la question, certains estiment que le gouvernement a fait des choses à moitié. Celui qui détient donc le destin des Camerounais aujourd'hui devrait peut-être aller au fond de ces mesures, par exemple en libérant toutes les personnes qui avaient été interpellées. L'on estime dans la presse et même dans l'opinion que c'est une raison qui peut expliquer justement la timidité de la rentrée dans cette partie anglophone du pays. Est-ce que vous adhérez à cette parmi ces gens dont vous parlez maintenant, parce qu'il faut aussi arrêter de mystifier toutes les personnes libérées qui sont qui d'autres que nous connaissons nous-mêmes, parce que ce qu'on a appelé les têtes de file. Hein? Vous avez l'honorable Paul Aya Abiné, l'avocat, ont été libérés et on vous a bien dit que c'est au cas des actes qu'on propose. Je ne sais pas pourquoi on va toujours s'accrocher sur les arguments de ceux qui veulent à tout prix donner l'impression que le gouvernement n'en fait pas assez. Le gouvernement, merci, selon les moyens et les procédures réglementaires. Allez, Edmond. Et il faut que nous sachions pousser les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Parce que les arguments que nous donnons ici vont confronter certains parents qui vont dire « Ah, on n'a toujours pas libéré tout le monde, mon enfant ne va pas à l'école. » Vous permettez que je prenne la parole? Allez-y, Edmond. Albertine, tu viens de mettre vraiment le doigt dans la plaie. Ce communiqué-là, il est bon. C'est-à-dire, sur le fond, comme l'a dit notre ami Somba, parce que sa finalité, c'était l'apaisement. Mais malheureusement, dans son implémentation, dans son application, à cause d'une interprétation malheureuse d'une expression, parce qu'on a nommément cité quelques personnes, et on a dit « et certains autres ». Et la notion, l'expression « certains autres » a amené, n'est-ce pas, un certain nombre de personnalités détentrices de pouvoir de faire libérer les personnes qui ont bénéficié de l'arrêt de poursuite, de faire du cas par cas. J'allais même dire du marchandage ou du monnayage. Pourquoi? Je pèse mes mots. Aujourd'hui, si je m'en tiens aux informations que j'ai d'un certain nombre de sources concordantes, au moins 54 personnes ont été libérées 54, sur une centaine de personnes. Le gouvernement parle de 28 personnes qui sont toujours détenues. Le gouvernement parle de 28 personnes, mais les ONG parlent d'une centaine de personnes. Et vous donnez environ, permettez, je vous en prie. Non, je vous permets. Il y a les sources officielles, il y a les sources non officielles. Voilà. Les sources des organisations. Dans une télévision internationale. Je vous en prie. Pour dire, nous avons. Ok, vous me censurez, je vous laisse la parole. Allez-y, Edmond Kamga. Je vous laisse la parole, monsieur. Allez-y, Edmond, rapidement, on y va. Alors, la question de fond que je pose, qui a fait le tri? Qui a opéré? Qui a procédé à l'identification des personnes qui vont bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires? Sur la base de quels critères ces personnes ont bénéficié de l'arrêt de poursuites judiciaires? Et pourquoi certains autres sont restés? Pourquoi je le dis? Ce sont des questions de fond. Il faut que l'on sache qui exactement a fait le tri, qui exactement a fait la liste des 54 personnes qui ont bénéficié de l'arrêt de poursuites. Pourquoi je le dis? Parce que j'observe, et sur la base des faits, des documents, que des personnes ont été interpellées au même endroit, au même moment, ont été inculpées pour les mêmes motifs. Certains ont bénéficié de l'arrêt de poursuite, ont été libérés, d'autres sont encore là-bas. Pour quelle raison? Il faut qu'on nous dise. J'appelle le porte-parole du gouvernement, je l'interpelle, qui nous donne la liste et celui qui a signé qu'on va faire sortir telle personne et ne pas faire sortir telle personne pour telle ou telle raison. C'est important. Et je vous assure, si ce passage pédagogique est observé, cela va probablement
faciliter l'apaisement attendu. Parce qu'il faut, dans l'esprit du communiqué du chef de l'État, il s'agissait d'apaiser. L'apaisement doit être complet. Il faut libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise. Et l'ONU, par là. L'une des recommandations de l'ONU, après le rétablissement d'Internet, c'était de libérer toutes les personnes arrêtées. Alors, selon la presse, cette semaine, certaines presses a indiqué, selon ses sources, que la liste des personnes libérées était venue directement de la présidence de la République. Ça, c'est un journal qui l'a révélé cette semaine dans un article. Alors, peut-être pour aller dans le sens, dans le sens de M. Nzida, est-ce que les personnes qui ont choisi les critères pour prendre les personnes qui ont été libérées, est-ce qu'ils ont pensé peut-être au leadership de ces personnes-là? L'on voit qu'il y a justement plusieurs leaders qui ont été interpellés. Et l'autre question que l'on se pose dans la presse cette semaine, c'est pourquoi à ce jour ces leaders ne se sont pas exprimés de vive voix, par exemple pour appeler au retour en classe. Est-ce que ce mutisme-là, selon vous, peut être justifié? Pour donner suite à votre question, je dois pouvoir indiquer que ce communiqué a un caractère complexe et qui fait de sorte que on reste songeur justement sur des questions de reprise de rentrée, parce que quand on dit sont libérés, en fait on commence à citer Paul Abini, et vous savez que toute énumération est limitation. Première probabilité. Maintenant on dit certaines personnes, donc ça veut dire qu'il y a une discrimination de fond. Or, on serait attendu que le ministre de la Justice puisse nous indiquer les critères pertinents qui ont favorisé la libération des uns et n'est pas, en fait, la libération des uns et la préservation des autres en prison. Bon, là, il y a donc un fond, et là, comme elle fait de l'autre souligner avec pertinence, on attend une communication là-dessus pour avoir des idées claires. Et moi, je me suis dit, dans l'analyse que je me suis faite, c'est que il s'agissait d'une victoire d'étape. C'est-à-dire que le président, en demandant la libération de certaines personnes, on avait voulu voir un peu le comportement des hommes querellés, si est-ce qu'effectivement la rentrée allait être effective. Moi j'ai dit, si on avait voulu rechercher l'apaisement total et le retour effectif à la rentrée, on aurait pu libérer tous les concernés. Et là, ma foi, je pense, à mon avis, que cela aurait dû être une solution palliative de cette situation aujourd'hui qui ne fait que s'enliser du côté des barrières. Élimi Lobé. Premièrement, je n'ai aucune démonstration objective que si on libère des gens, forcément la crise va s'arrêter. Tout à fait. Commençons par les libérer. S'il vous plaît, moi je vous ai écouté. On ne lit pas dans la boule de cristal. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je ne suis pas partisan de l'arbitraire. Et ce qui gêne le Cameroun, c'est que nous sommes, le président l'a dit, une très bonne citation. Moi, je veux que Biya quitte. Mais quand il a dit des choses qui sont importantes, il faut qu'on écoute. Il a dit, nous sommes un peu plus d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous sommes un pays où, quand l'arbitraire est bon pour moi, c'est bon. C'est bon, ça devient la loi. C'est bon qu'on fasse comme ça. Bon. Mais quand vous acceptez l'arbitraire, quand vous demandez l'arbitraire, et on fait par arbitraire, et on vous donne, vous êtes content, sachez qu'on va utiliser l'arbitraire un jour contre vous. Est-ce que vous pouvez être plus précis pour que nous soyons au même niveau d'information que vous? Vous avez parlé, comme ce que j'ai dit vous dérange, c'est pourquoi vous voulez que je m'arrête vite. Si j'étais le président, je n'allais libérer personne. Si moi, Élimi Lobé, j'étais président, je ne vous arrête pas arbitrairement. Mais si je vous arrête, je vous transmets devant les tribunaux. C'est les tribunaux qui disent si vous êtes coupable et vous condamnent, ou si vous êtes un innocent et vous libèrent. Donc l'acte que le président a fait est un précédent sur plusieurs niveaux. D'abord, on prend une loi en juillet pour créer les conditions pour que le président puisse avoir la posture légale qui lui permet d'arrêter des poursuites. Nous sommes là dans une rétroaction. Nous sommes dans une rétroaction. Ces gens qu'on libère, on les a arrêtés en octobre, en juillet, en novembre 2016. Les poursuites qu'on arrête sont lancées depuis, il n'y avait pas une loi pour ça. Nous avons des juristes sur le plateau qui... Donc je suis d'abord en train de rappeler aux uns aux autres que une manœuvre politique
visant à piétiner l'indépendance de la justice semble satisfaire les gens. Bon. Maintenant, je passe dans l'autre côté. Les gens qu'on a libérés, Aya, Fontaine et Bala, c'est eux qui ont lancé l'arrêt de la grève des élèves. C'est eux. On les a arrêtés, pourquoi? Si on les libère et que ça semble plaire à tout le monde, sans les avoir jugés, ça veut dire qu'ils n'avaient rien fait. C'est ça que ça veut dire. Parce que si ceux qui les ont arrêtés étaient convaincus que ces gens-là étaient ceux qui ont créé cette crise, et que créer une crise politique est une infraction, on les transmet devant les tribunaux, on ne les libère pas si les juges ne l'ont pas décidé ainsi. On les a donc libérés parce qu'ils n'avaient rien fait. Ils ne sont pas les responsables de la crise éducative. Ils sont peut-être des leaders d'une opinion politique qui ne nous satisfait pas. Peut-être qu'ils ont parlé du fédéralisme, peut-être qu'ils parlent même de la sécession. Mais si ces choses-là sont des infractions, ça n'a rien à voir avec l'école. Preuve, on les a libérés, les gens ne sont pas partis à l'école. Donc, ça veut dire qu'en les libérant, si on considère que la manifestation visible de la crise anglophone aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'école, ils ne sont pas les acteurs déterminants. La preuve, deuxième preuve, Mbala à sa sortie, a fait une espèce de conférence de presse devant chez lui. Fontaine également a fait quelque chose dans ce sens. La seule personne qui ne s'est pas exprimée, c'est Aya. Les deux autres ont demandé la reprise des cours. Je me demande pourquoi ils demandent la reprise des cours. C'est eux qui avaient demandé l'arrêt des cours. Très bien. Ils n'ont pas demandé l'arrêt des cours. Donc ils n'ont pas d'influence sur ce processus politique qui est en train de déranger tout le monde. Au lieu de parler donc avec les gens qui ont de l'influence sur le processus, je dis que personne ne les connaît, puisqu'ils agissent à visage caché. Alors, c'est là la complexité de la crise. Pour Elie Bilobert, le gouvernement qui essaie de trouver des mesures, qui essaie de prendre des mesures pour un retour en classe, se trompe certainement. Se trompe certainement parce que pour Elie Bilobert, les leaders libérés ne peuvent pas influencer la reprise des cours dans les gens. Non, je crois que d'abord, je voulais un peu rectifier. Ce que dit M. Elie Bilobert n'est pas vrai parce qu'en réalité, l'acte que pose le chef d'État en arrêtant les poursuites est prévu depuis la 7e législature parce que j'étais député lorsqu'on nous a amené le nouveau code de la procédure pénale. Et il y a eu débat sur cet article-là où, à l'époque d'ailleurs, il était dit que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut arrêter toute action de justice. Le débat a été très loin pour qu'on remette ça au président de la République. Donc c'est un acte qui est régalien, c'est prévu. Le président peut arrêter tout acte de justice. Mais là, il pose un acte politique d'apaisement. C'est pour ça que je débat avec les collègues, l'universitaire. Je leur dis, il ne s'agit pas maintenant d'analyser froidement dans la procédure, en termes de droit, ce qu'a fait le président. Le président cherche une solution. Ça, c'est aussi dans ses mission régalienne. Il faut qu'il trouve une solution. Et il n'a pas la garantie que la solution qu'il porte sera la meilleure. Sinon, il ne serait pas un homme. Il deviendrait Dieu, tout simplement. Le président pose dans des actes. Et moi, je dis, concernant des choses comme l'école, la santé, je ne sais pas quoi, qui sont en fait des choses qui sont pour nous tous égales et les mêmes, nous devons parfois reconnaître que le président a fait un effort. Il n'est pas question d'analyser à chaque fois, il aurait fait mieux, il aurait encore pu, il aurait libéré tout le monde, parce qu'on arriverait au chef de la session, on dit, non seulement il aurait dû les libérer tous, mais il faut les indemniser parce qu'ils ont été arrêtés, il faut les ramener chacun dans sa famille, il faut... Non, le président a posé un acte, et c'est par rapport à cet acte que nous discutons aujourd'hui. Est-ce que la rentrée a été effective? Moi, je viens rester dans le débat, madame. Vous avez demandé, est-ce que la rentrée a été effective? Moi, je dis oui. Elle a été effective, mais elle n'a pas eu la chaleur qu'on connaît ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une espèce de peur. Et il faut que tous nous reconnaissions que des efforts ont été faits. Et qu'on demande au gouvernement de faire mieux. Je veux bien qu'on leur dise, allons-y, faisons mieux pour que la rentrée soit effective. On nous rejoint tous dans ce que nous disons. Et le mieux, justement. Vous êtes dans les critiques. Vous étiez dans les critiques où vous estimez que ce qui a été fait n'a pas été bien fait. Je vous en prie, rapide, le mieux, justement. Je voudrais indiquer que, au regard de l'article 153, alinéa 4 du Code de justice militaire, il est bien indiqué il s'estime de ce contenu que le président de la République peut ordonner au ministre de la Justice peut lui instruire d'arrêter les poursuites
Donc, l'acte du président de la République est un acte légaliste. C'est-à-dire que c'est conforme à la loi. Et je voudrais pouvoir indiquer que c'est justement parce que les concernés n'avaient pas été condamnés, au fond, que le président de la République a utilisé un communiqué. Or, s'ils avaient déjà été condamnés, au fond, ils étaient écroués en prison, le président aurait pu maintenant prendre un décret, soit de grâce, soit d'amnistie. Donc voilà ce qu'il faut pouvoir indiquer. Donc, Albertine, je pense pour ma part que le député ne doit pas croire que notre but sur ce plateau, c'est de pouvoir, envenimer la situation. Je crois qu'on s'exprime tous dans un français qui permet à chacun de comprendre. Nous disons très clairement que cette rentrée a été effective, mais c'est une effectivité relative. Parce qu'on s'est constaté qu'au niveau des zones querellées, on se rend compte que là, par exemple à Boya, il y a eu des stigmates, on a vu des velléités, voilà, par rapport à ce que on aura vécu l'année dernière. Mais à Bamenda, ça a été plus compliqué. Parce que, et je vais même d'ailleurs vous indiquer que la situation c'est davantage compliquée parce que le délégué du gouvernement à Bamenda a pris une autre mesure grave, c'est-à-dire qu'il a fermé toutes les boutiques. Vous voyez, ce qui est une atteinte à la liberté commerciale, parce qu'il n'a pas donné un fonds de commerce à qui que ce soit. Et autre chose, vous voyez donc que ce sont des mesures de radicalisation. Oui. Ces personnalités doivent accompagner le président de la République dans la recherche de l'unité, de la paix, et surtout du retour à l'école, parce que on a l'impression de croire que l'éducation reste le fondement, la construction d'un pays, et même le développement d'un pays. Parce que sans école, nous serions quoi? On ne commenterait pas sur ce plateau ce matin. Edmond Kambian. Alors, Edmond Kambian, on ira rapidement. Elie Bilobé vient de souligner quelque chose d'important. Il est peut-être clair aujourd'hui que toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise doivent être libérées, mais est-ce qu'on peut être sûr que cela va apporter une certaine décrispation dans la région anglophone du pays? Est-ce qu'on est sûr que cela va permettre aux élèves de reprendre les classes? On a vu la libération des leaders, ça n'a pas véritablement eu un impact. Alors l'impact qu'on attendait sur cette rentrée scolaire, est-ce qu'en libérant aujourd'hui toutes les personnes, on peut être sûr que cela va jouer sur le retour en classe? Je vais vous dire une des choses que j'ai constatées sur le terrain, avec la libération des leaders anglophones, d'une partie des leaders anglophones, parce que je considère Mancho BBC, notre confrère, comme un leader également, un leader d'opinion de la société civile. Et il est originaire de la région du Nord-Ouest. Le fait de ne l'avoir pas libéré, de libérer prioritairement les leaders anglophones du Sud-Ouest, je peux vous dire, certains ne le comprendront pas, mais ça a une perception forte dans les régions anglophones. Tout se passe comme si le gouvernement privilégie le Sud-Ouest au Nord-Ouest. Il n'y a pas que des leaders du Sud. On a libéré des gens du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Mais je dis en termes de leadership, le leadership du Sud-Ouest semble, la perception que j'ai appelée la discussion avec des amis anglophones, qui nous disent que ça c'est un élément de plus qui vient s'ajouter à la crise. Que non seulement les anglophones ont des problèmes spécifiques à eux, mais à l'intérieur, j'allais dire, de la communauté anglophone, on essaie de les séparer encore en privilégiant d'une manière subtile. Hein. Il y en a même qui m'ont dit, ce n'est pas par hasard que ce soit une personnalité du Sud-Ouest qui soit désignée à la tête de la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Je vous donne les faits. C'est les faits de terrain. Maintenant, dans l'analyse, ça ce sont les faits. Maintenant, dans l'analyse, j'estime que la mesure prise par le chef de l'État doit être complète et totale. On ne peut pas, dans un même pays, pour les mêmes raisons, pour les mêmes finalités, faire en sorte que certains citoyens bénéficient de certains droits et les autres ne bénéficient pas. Très bien. Il faut libérer totalement les personnes arrêtées dans le cadre de la crise. Alors la rentrée scolaire n'a peut-être pas été, elle était très timide, je vous en prie. Je pense qu'à partir de là, on pourra mieux évaluer, juger. Alors maintenant, a été forcément, on ne peut que constater, à cause de cette insuffisance, le fait que ça ne marche pas. Alors, elle était timide, cette rentrée, très timide d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Elie Bilobé? Quelle est l'étape suivante? Quelle est la responsabilité des populations aujourd'hui pour que les enfants retournent à l'école? Il faut peut-être noter qu'il y a un élément qu'on doit prendre en compte, c'est que selon les informations que nous avons reçues, plusieurs enfants des gens anglophones sont aujourd'hui dans les parties francophones du pays. Ça peut également justifier la timidité qu'on a observée sur le terrain. Quelles sont les mesures aujourd'hui à prendre? Comment faire pour que ça marche? Nous sommes qu'à la première semaine. Rapidement, je vous en prie. Je pourrais revenir tout à l'heure, dire un petit mot. Nous allons aller rapidement parce que je veux dire que si des gens envoient leurs enfants fréquenter ici, ça prouve qu'ils n'adhèrent pas. Bien sûr. Parce que le discours que j'entends
c'est que les populations font les villes mortes comme un acte de combat politique. De conviction. Comme un acte d'approbation. Et elles sont d'accord. C'est elles-mêmes qui sont en train de le faire. Pourquoi alors on envoie encore les enfants de ce côté? Si les gens sont d'accord de faire les villes mortes, s'ils sont d'accord qu'il n'y ait pas d'école, ils gardent les enfants à la maison. Tout à fait. Si vous m'informez en me disant qu'il y a des hordes d'enfants qui partent de là-bas pour venir ici, cela veut dire que leur droit à l'éducation là-bas est en train d'être bafoué. Est-ce qu'il y a parmi nous les hommes politiques, comme nous sommes des hommes qui aimons l'arbitraire, et c'est pour ça que l'opposition perd en crédibilité. Nous disons des choses un temps, nous aimons le contraire de ce que nous avons dit. Nous demandons l'indépendance de la justice et nous sommes d'accord que le président de la République interfère dans les procédures judiciaires. Le président de la République peut faire des actes politiques avec des portées essentielles sans interférer, tout en sauvegardant les institutions et leurs principes. Il suffit de juger les gens. Et à la fin, selon la nature des jugements rendus, que le président de la République utilise ses pouvoirs, soit pour gracier, soit pour amnistier, etc. Le président, tout le monde est d'accord que le président donne un ordre au juge. Quand on va donner alors les ordres aux juges prochainement, pour qu'on enlève vos requêtes après les élections, ne vous plaignez pas. On va je termine en disant que au nord-ouest et au sud-ouest, au nord-ouest et au sud-ouest là, les tracts circulent qui disent que si, comme vous envoyez vos enfants à l'école là, attendez-vous que c'est leur corps que vous allez recevoir. Ça c'est la démocratie. C'est la liberté d'expression. Chacun écrit ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est le respect de la liberté d'aller à l'école? Il faut que nous fassions nos combats politiques en respectant les principes pour lesquels nous prétendons combattre. Très bien, c'est dit. Laissons donc les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Laissons les parents du nord-ouest et du sud-ouest qui veulent envoyer leurs enfants à l'école, les envoyer à l'école en toute sécurité. Et que ceux qui sont dans le combat pour le fédéralisme et qui estiment qu'ils doivent retirer leurs enfants de l'école pour gagner ce combat, qu'ils retirent leurs enfants, ça aussi c'est leur droit. Mais que ceux qui vont à l'école ne risquent pas de voir qu'on a brûlé l'école parce qu'on veut obtenir une modification de la forme de l'État. Très bien. Alors, rapidement, avant de sortir sur le sujet sur la rentrée scolaire, on parlait de la rentrée scolaire à double vitesse. Il y a également une rentrée scolaire dans les régions francophones du pays. Et rapidement, les résultats de cette enquête qui ont été donc publiés par une organisation de la société civile, l'ACDIC. J'en parle avec vous précisément, Ferdinand Ndinda, sur ces montants qui ont été révélés donc cette semaine. C'est un sujet également qui a été abordé dans la presse. On parle de cet argent, ces monnayages qu'il faut pour obtenir une place dans les établissements scolaires à Yaoundé, dans la capitale, entre 150 000 francs et 150 000 francs. Nos équipes ont rencontré des proviseurs qui ont révélé eux-mêmes qu'ils étaient soumis à plusieurs pressions des parents. Bien sûr, on sait des doigts, non, mais c'est un fléau qui, on peut dire, qui est enraciné aujourd'hui et qui est presque connu de tous. Comment est-ce que vous avez accueilli le résultat de cette enquête? Alors, je voudrais d'abord dire que Bernard Djonga, qui dirige dans l'ACDIC, est un ami. Qui dirigeait. Ouais. Ah bon. Il est dans le crack ou voilà, il a créé un parti politique. Bref, c'est pas grave. Alors, je l'ai invité il y a 3 semaines, 4 semaines à la dédicace de mon livre, La couleur du gombo. Et je me dis qu'il n'a pas pu venir, je ne sais pas pour quelle raison, mais s'il était arrivé, je serais en train de lui impliquer une demande de droit, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a un peu plagié mon œuvre, parce que je parle de ces choses dans le livre. Sauf qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce que l'ACDIC a fait. Si l'ACDIC a voulu faire un sondage pour découvrir effectivement qu'il y a de la corruption qui règne, qui vit dans les milieux scolaires, surtout en matière de recrutement d'élèves, les résultats de ce sondage, pour moi, devaient aller vers les institutions qui sont appropriées pour la lutte contre la corruption. Et
et même le ministre, c'est-à-dire la DIC devait envoyer ses résultats au ministre pour qu'on puisse donc ses censeurs, ses proviseurs, pour que la CONAC mène des enquêtes. Je ne comprends pas que les résultats soient envoyés vers la presse. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve encore dans ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un homme politique veut exactement lorsqu'il publie ce genre d'événements? Est-ce que ce n'est pas le populisme? Et puis aujourd'hui, nous avons une rentrée scolaire délicate dans tout le pays, on l'a dit. On a des problèmes dans le Grand Nord. 3 régions ont des difficultés à avoir une rentrée normale. On a une rentrée difficile dans le sud-est et le nord-ouest, ça fait 5 régions sur 10. Pourquoi amener ce problème? Et surtout, et c'est là où je m'arrête un peu pour dire, qu'est-ce qui peut justifier qu'un sondage comme celui-là ait eu à mettre donc les noms et les affiliations des proviseurs? On pouvait faire un classement en disant le lycée de Mendon, le lycée de UMSI, mais on vous donne les noms des proviseurs et qui, par une coïncidence malheureuse ou heureuse, a une consonance tribalistique avec le nom du ministre. Ce jeune ministre que tout le monde regarde en disant peut-être qu'il fait la différence, peut-être qu'il fait des efforts, se retrouve comme ça, déjoué ou alors dérouté de ce qui devait être sa priorité aujourd'hui, amener l'effectivité de la rentrée dans le sud du nord-ouest pour aller maintenant commencer à être interrogé, inquiété sur un problème de corruption. C'est ça mon problème. Pourquoi avoir destiné les résultats de ce sondage à la presse au lieu de la destiner à la CONAC et au ministère? C'est à ce niveau que moi j'ai des problèmes avec la DIC et je me demande... Mais vous adhérez quand même à cette enquête qui est faite. Moi je suis de ceux qui veulent qu'on rende un peu clair les problèmes de rentrée scolaire. Je vais même plus loin. Dans mon livre j'en parle, les problèmes de monnayage, les problèmes de trucs. Vous avez peut-être évoqué, quelqu'un a évoqué ça. Pourquoi l'État ne prendrait pas aujourd'hui justement en compte certains établissements qui ont de bons résultats scolaires? Je voudrais qu'à Yaoundé, à Douala et partout, les collèges privés qui font, mettons, 50% de réussite dans les examens officiels, BPC, probatoire, baccalauréat, reçoivent donc une subvention pour payer les enseignants, pour que ces établissements-là aient des enseignants dans les matières essentielles, les mathématiques. L'État peut décider de faire ça, et on ne va plus donc aller maintenant tous vouloir mettre les enfants au lycée. Pourquoi veut-on tous mettre les enfants au lycée? Parce qu'on estime que le lycée assure dans le long terme une éducation assez potable. Alors, je rappelle que dans votre ouvrage, vous faites également un peu le procès de la presse quelque part. Peut-être qu'on comprend que vous ne souhaitez pas que les résultats soient envoyés à la presse. Ah ben, c'est la presse exploite exactement la sensationnalité d'une information et non le fond de l'information. Ce qui vous intéresse, c'est le train qui arrive en retard et non le train qui arrive à l'heure. À partir de là, quand on envoie une information à la presse, c'est qu'on a une idée derrière la tête en dehors du combat qu'on veut. L'idée peut aussi être de rendre l'information. L'idée peut être également de donner l'information à tout le monde, comme le fait si brillamment la presse. Sur la question, on passera rapidement à l'autre sujet. La dénonciation publique est une forme de lutte sociale. On ne peut pas refuser ça. On peut en référer aux institutions, mais la dénonciation est aussi susceptible de déclencher l'action publique. Tout à fait. Il ne faut pas non plus que quand il y a dénonciation publique, que ceux qui sont susceptibles d'utiliser l'action publique se taisent. Parce que dans des dénonciations, il peut y avoir de la vérité. Je vais faire une dénonciation maintenant. Allez-y rapidement. Le gouvernement vient de publier la liste des livres. Je commence à constater que dans certains établissements, on n'affiche pas les listes des livres. Les enfants viennent, la liste des livres n'est pas affichée. Il faut des tractations pour qu'on vous donne la liste des livres. Bon. Les livres sont au programme. Tous les enseignants, tous les établissements doivent utiliser les livres qui sont au programme. Ici, au lycée de Newben, Form 4. Ma fille est à Form 4. On achète le livre de Religious Studies qui est écrit au programme. Le professeur vient, il commence à dire que lui, ce n'est pas le livre-là qu'il veut. Le livre-là a coûté 7 000. Il dit que ce n'est pas le livre. Donc je dis au ministre déjà que il faut une action gouvernementale pour mettre de la discipline dans les établissements publics. Pour que les établissements publics cessent d'être des lieux ou des relais des milieux commerciaux. Il y a eu un communiqué du ministre. On est donc en train de le respecter.
je sur vois, le monnayage, par exemple, ce qui nous intéresse, le monnayage, oui, ça rentre là-dedans. Quand vous demandez aux élèves de ne plus aller au marché acheter leur tenue de sport, et pour les contraindre à ne pas acheter les tenues de sport, on floque le nom du lycée derrière. Parce qu'on a donné à quelqu'un le marché de faire ce flocage. Et donc d'être le seul qui va vendre les tenues de sport. Alors, très bien. Le nom du lycée Joss fait quoi sur la tenue de sport? On retiendra donc qu'il faut encore... Il faut un peu plus d'action pour... Il faut que le ministre remette de l'ordre dans les établissements publics. Très bien. On passera donc à l'autre sujet. Encore une petite seconde. Encore que, d'après ce que vient de dire M. Limbi Lobé, ce que vous avez fait, vous avez dénoncé un fait avec un établissement. Vous n'avez pas donné le nom de l'individu, sa filiation et autres. C'est ce que je reproche. C'est pour ça que je disais, c'était bien de faire ce sondage. Moi, j'en ai parlé dans mon livre qui est une fiction. C'est un roman. J'ai inventé mon histoire, mais il se trouve aujourd'hui que la réalité m'a retrouvé dans ce roman. Je suis content qu'il ait fait. Tu as payé les droits de... Allez-y. de ton livre. Oui, je vous en prie. Je dis simplement, je termine en disant simplement que ce que je reproche, c'est l'exploitation. Je ne parle pas que c'était une mauvaise chose et je suis bien placé pour savoir que les établissements de Yaoundé sont bondés et la pression n'est pas seulement celle de l'argent, madame. Je m'inscris là pour dire que nous, les hommes politiques, nous influençons les proviseurs. J'ai vu arriver dans des lycées d'enfants avec des recommandations. Alors ça, vous ne pouvez pas dire que c'est de l'argent, c'est aussi ça qui amène de l'influence. Très bien. On ne va pas aller très loin de ce sujet sur la rentrée. Peut-être la rentrée dans les régions anglophones du pays, puisque nous restons avec cette affaire de libération des leaders anglophones, cette fois pour parler de la sortie de ce groupe de chefs traditionnels réunis au sein d'une association, l'association donc des patriarches du Fundi. Le communiqué est intervenu en fin de semaine. Les leaders, donc les patriarches du Fundi, donc, qui estiment que la magnanimité du président de la République devrait donc s'étendre à ces personnes interpellés, incarcérés pour des faits de détournement de fonds publics. Les patriarches du Fundi estiment donc que ces personnes, comme celles qui ont été libérées, les leaders anglophones, ont commis des faits qui qualifient de mineurs. Edmond Kamgi, est-ce que vous avez été... Comment est-ce que ça a accueilli finalement ce communiqué des patriarches du Fundi? En rigolant. Je l'ai accueilli en rigolant. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais je n'ai pas ri ou souri parce que ça me plaisait. Mais parce que je pleure pour ce pays bien-aimé, si on peut en arriver là. Et c'est la conséquence d'une mauvaise communication du gouvernement. Il fallait bien communiquer sur le contenu, les raisons et qui bénéficie de l'arrêt de poursuite. Si ça avait été fait, je crois que la sortie des patriarches Betty, ils auraient réfléchi par 2 fois avant de sortir leur communiqué. Parce qu'on est dans l'amalgame, on plonge dans l'amalgame. Ils vont jusqu'à dire que les bêtis qui ont volé, ils ont très peu volé, alors que les autres ont cassé, ont brûlé les drapeaux. Est-ce que les liens anglophones ont brûlé les drapeaux? Est-ce que les liens anglophones qu'on a arrêtés ont cassé? Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi dans ce pays. C'est n'importe quoi. Non, ce que je voudrais dire, pour être plus sérieux cette fois-ci. Autant, ils ont le droit, n'est-ce pas, de revendiquer librement la libération de leurs fils, de leurs enfants, de leurs fils et filles, mais j'estime que le processus par lequel ils sollicitent la libération, ça ne marche pas. Ils donnent l'impression que parce que le chef de l'État a permis, n'est-ce pas, aux leaders anglophones, à certains compatriotes d'une région précise, dans un contexte précis, d'être libres, ils peuvent également permettre à leurs fils qui ont volé, détourné, d'être libres. Non, je dis, un mélange confus. Cela ne se peut pas dans un état de droit. Docteur Essomba, est-ce que vous avez été surpris par cette sortie des patriarches Betty? Il faut noter qu'ils n'en sont pas à leur première du genre. Je dois pouvoir vous dire que, au-delà du sourire dont évoquait le grand frère tout à l'heure, moi j'ai été amusé. Amusé tout simplement parce que, je vais vous reprendre un bout de phrase. Ils disent, l'unité et la paix sont impossibles si le Fundi et la région du centre s'y mêlent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas paix et unité sans justement l'apport des patriarches à la tête du Fundi et du centre. Moi, je pense à mon avis qu'il s'agit là même d'un contenu qui, à lui tout seul, ouvre la voie à un outrage à président de la République. Parce que
c'est le président qui est garant de l'unité et de la paix et de la cohésion sociale. Alors, utiliser ces mécanismes d'influence, moi je pense que ce sont des mécanismes d'influence qui, à mon avis, au regard de l'article 152 du Code pénal, ces patriarches méritent d'être arrêtés. Ça, c'est une vérité, tout simplement parce que c'est une sortie qui peut pousser, parce que chaque prisonnier est le reflet des patriarches. C'est-à-dire que chaque prisonnier vient de quelque part où il y a les patriarches. Ouais. Moi, et son bon, je dis, je suis arrêté, les patriarches d'une banque vont sortir pour demander ma révélation, même si j'ai détourné 19 milliards ou 19 millions pour aller voir un match de Real de Madrid contre le Barça. C'est une hérésie qui mérite d'être sanctionnée. Moi, je me dis que on ne doit pas, plonger sur la crise anglophone pour venir résoudre des problèmes identitaires. Des personnalités se sont rendues coupables des actes de vol, mais ils ont été sanctionnés en bonne et due forme au regard de la loi. Alors, de telles sorties sont des sorties qui amènent justement, et même quand elle a relevé, qui peuvent déboucher sur un désordre social. Parce que si toutes les élites, si tous les patriarches de toutes les régions du Cameroun sortent et demandent la libération des leurs, je crois que le Cameroun est voué à une déstabilisation. Donc je pense que les patriarches veulent déstabiliser le Cameroun et veulent justement rapidement aussi éjecter le président de la République de son poste. Elie Bilobé, justement, plusieurs personnes considèrent cette sortie comme une dérive tribale. Je suis très fier des patriarches. Il faut, ce que vous avez fait est bien. Continuez dans ce sens-là. Parce que personne n'a le monopole de la jouissance de l'arbitraire. Tout à fait. Vous êtes en train de faire vos démonstrations d'intellectuels sur le fait des patriarches. Parce qu'ils n'ont pas bloqué une région. S'ils bloquent une région demain, vous allez leur donner ça. Les mêmes qui sont en train de dire qu'ils ont mal fait là. Vous êtes en train de laisser que le pays aille vers une situation où les gens pensent qu'ils ont raison, obligent tout le monde à accepter qu'ils ont raison. Tout à fait. Les gens qu'on a arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, qui d'entre nous tous peut nous dire ici qu'il connaît exactement le motif de l'arrestation de chacun? Personne. Il y a des écoles qui ont été brûlées. C'est les anges qui les ont brûlées. Les enfants qui ont Il y a des enfants qui ont été tués, tabassés. C'est des gens qui ont fait ces actes. On les a arrêtés. On est tous d'accord que la justice ne fasse pas son travail. On a arrêté des voleurs là-bas qui ont volé l'argent public. La justice a fait son travail. Vous êtes d'accord que le président de la République interfère dans l'action judiciaire pour les anglophones? Vous ne voulez pas que les patriarches petits demandent au président de la République d'interférer dans l'action judiciaire en faveur de leurs enfants? Parce que vous croyez que vous êtes en train de parler des anglophones, donc c'est politiquement correct, c'est bon. Vous êtes en train de soutenir l'arbitraire. Ne laissons pas que quelqu'un brûle une école et qui dise qu'il a brûlé cette école parce qu'il veut le fédéralisme. Le fédéralisme, ceux qui le veulent font un programme politique, vont aux élections, gagnent les élections, mettent le fédéralisme en place. Très bien. Donc ne nous venez pas nous dire que les patriarches bêtis, et je demande même plus, on a libéré Yen et Youmissi, toujours pour des raisons arbitraires. Le président n'a expliqué rien à personne. Les gens ont applaudi. Très bien. J'ai dit ici que quand vous avez libéré Eyou, libérez aussi Fonso. Fonso est en prison, pourquoi? Car on peut libérer Eyou. Alors, libérez donc Fonso, libérez les autres pour l'apaisement. C'est compris. Puisque c'est pour l'apaisement qu'on doit libérer les gens qui brûlent les écoles, qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Merci. Justement, je reviendrai à vous, docteur Essomba. Ferdinand Nandida, est-ce que le pouvoir en place a laissé prospérer la politique de l'arbitraire, et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, où chacun peut se lever et se dire voilà, je veux faire fléchir en arrêtant une partie de la population, en bloquant. Est-ce qu'aujourd'hui l'arbitraire est devenu le bon gouverner au Cameroun? Je ne peux pas dire ça comme ça, mais ce que je voudrais dire concernant d'abord le mémorandum, et j'aime souvent le dire. C'est un communiqué pour le moment. On peut le qualifier le mémorandum. Oui, le mémorandum ou communiqué. Je dis souvent que le mémorandum et la motion de soutien sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Une monnaie politique qui s'appelle l'adoubement. C'est-à-dire, vous avez d'un côté la motion de soutien, vous avez de l'autre côté le mémorandum. Nous avons transformé chaque acte du chef de l'État, chaque acte régalien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en un acte d'héroïsme. Nous avons accepté
Et j'ai fait un débat dans ce pays en 2007. Vous pouvez taper mon nom sur Google, Ndinda, Constitution du Cameroun. Je disais, il faut toiletter notre Constitution. Parce que je me rendais compte que la Constitution du Cameroun est hyper présidentialiste, c'est-à-dire que le président de la République, l'institution, je veux dire, je ne parle pas de Paul Biya, le président de la République a des pouvoirs énormes et les autres pouvoirs n'ont même pas, d'une manière bien déterminée par la Constitution, les limites et les séparations de leurs pouvoirs. C'est pour ça qu'on joue donc à cet instant à ce que vous appelez l'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'interférence, il y a un moment de ceci, et chacun a choisi. Et chacun a choisi donc maintenant d'utiliser ce qui l'arrange. C'est-à-dire que lorsque nous avons besoin d'une université, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de là, nous faisons un mémorandum. Parce que nous avons aussi envoyé une motion de soutien lorsque le président a simplement fait une nomination qui était normale de nommer un fils du coin, directeur général ou ministre. Voilà le travail dans lequel nous sommes tombés. Donc, moi je ne peux pas dire qu'il y a une volonté manifeste qui voulait instaurer l'arbitraire. Mais ce que nous avons appelé à d'autres moments, à un moment précis même du Cameroun, la tolérance administrative, cette espèce de tolérance qui s'est généralisée à tout, nous amène donc malheureusement à cette espèce maintenant de fourre-tout. Nous sommes dans un pays où tout se fait à contre-truc. Mais là où je rejoins le conseiller municipal Limilobe, c'est-à-dire, je suis content que les patriarches de Mfundi aient écrit, sauf que moi, quand j'ai lu leur communiqué, et pour moi est générique, ils n'ont pas donné les noms, principalement des prisonniers qu'ils veulent qu'on sorte. Ils n'ont pas dit de quel truc. Mais moi, je pense qu'il est temps que dans le Sud, que nous on fasse un communiqué pour demander la sortie de Mendozé, de Ndondon, de Gilles Béling. Moi, je donne des noms parce que j'estime qu'ils ont rendu des services à ce pays. Voilà. Et contrairement à ce qu'on dit, eux, c'est des problèmes de gestion. Ils ont eu des problèmes de gestion dans leur truc. Si ça commence par les patriarches du Mfundi, nous on va demander que ces patriarches du Sud aussi sortent parce que ils ont travaillé, ils ont fait des CD, ils ont chanté pour le pape, ils ont chanté pour la première dame. Il n'y a pas de raison qu'ils soient aujourd'hui en prison. Vous le voyez Docteur Samba, les effets justement. Parce que quand vous dites qui a cassé, monsieur Dinda? Mais vous qui a cassé? C'est le juge qui a cassé. C'est le juge qui a cassé. C'est lui qui l'a libéré. Vous rejoignez ailleurs, à Paul Abini n'a jamais cassé et il est libéré. Et ceux qui sont maintenus ont cassé. Vous avez la preuve que ceux qui sont maintenus ont cassé. Je vous en prie. Est-ce que vous pensez que c'est s'il vous plaît, cher monsieur. S'il vous plaît, cher monsieur. Cher monsieur, s'il vous plaît. Très bien. S'il vous plaît, je vous... Elie Bilobé, je vous en prie, cher monsieur. Vous avez la parole, docteur Essamba. Justement, voilà des indices. Est-ce qu'on peut penser que ce communiqué des patriarches du Mfundi n'est pas aussi amusant que vous le pensiez tout à l'heure? Vous voyez la réaction de Ferdinand Ndida. On peut peut-être se retrouver avec chaque personne qui se dit, chaque coin du Cameroun qui se dit aujourd'hui qu'il a la légitimité de demander la libération, de demander des choses, et en agissant, je ne sais pas moi, en cassant quelque part, en agissant. Est-ce qu'on n'est pas en train de virer justement dans totalement l'arbitraire au Cameroun aujourd'hui? Je voudrais répondre un peu au grand frère Limbi Lomalu disant que notre constitution est claire, c'est-à-dire qu'elle concentre entre les mains du président d'énormes pouvoirs. Donc révisons donc la constitution pour diminuer ses pouvoirs à l'endroit de la République. Parce qu'il est à la fois chef de la magistrature suprême, parce qu'il préside la magistrature suprême. Donc nous on évoquait ici cette idée par exemple que le président de la République ne préside plus la magistrature suprême et qu'il désigne notre personnalité pour qu'il se retire progressivement et subtilement de ce défaut de séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Une fois que c'est dit, vous comprenez donc la sortie de ces chefs traditionnels. Ce que je voudrais dire, ce communiqué des patriarches du Mfundi m'amène à comprendre que nos prisons vont toutes se libérer.
Et pourquoi C'est-à-dire que, oui, justement parce que... Au mépris de... Elles seront toutes vides. Vous appelez la libération pour des raisons d'apaisement. Allez-y. Nos prisons seront toutes vides, justement parce que, comme je venais de l'indiquer tout à l'heure avec pertinence, tous les patriarches vont donc se constituer pour qu'on libère les uns et les autres, appartenant à leur région, appartenant à leur tribu, appartenant à leur ethnie. Parce que c'est trop grave. On dit la tribu, les bêtis. Oui. Mais ça veut dire que, professeur, on parle du fait qu'on a libéré des Vous ne pouvez pas vous arrêter sur les patriarches bêtis. Les patriarches bêtis agissent à la suite des actes effectifs des... Est-ce qu'il y a un lien, monsieur, je vous en prie, est-ce qu'il y a un lien, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un lien, monsieur Nzida, entre la crise anglophone et la situation des structures des fonds publics? Edmond Kamga, je vous en prie. Quel est le lien? Je reviendrai à vous. Il y a un lien entre les revendications des avocats qui voulaient que le code WADA soit transformé, les revendications des enseignants anglophones qui estimaient qu'ils étaient un nombre de minorités dans les écoles anglophones de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un lien entre ces revendications et aujourd'hui la proclamation de la République d'Ambazonie? Où est le lien, madame? Pourquoi on a peur? J'appelle ça dans mon livre les angondo, c'est-à-dire que les mystifications. Pourquoi vous voulez mystifier un côté et mystifier un côté et laisser l'autre dans la transparence? Les gens ont voulu se servir de l'école, des revendications corporatistes pour demander maintenant des revendications politiques. Et vous trouvez que c'est normal? Et ces gens deviennent des leaders d'ailleurs. Vous m'aviez envoyé un seul vous dire que Kawala allait être là. Moi, j'attendais à voir un leader qui a de la légitimité. J'allais demander à madame Kawala, quand je parle à M. Limino, je l'appelle M. le conseiller municipal, parce qu'il a un mandat du peuple camerounais. Je lui ai demandé pourquoi vous ne faites pas de communiqué aujourd'hui. On n'entend pas, ni du sud-est ni du nord-ouest, ceux qui ont la légitimité du peuple parler. On nous prend des gens qu'on a arrêtés et qui, du fait de cet arrêt, deviennent des héros. Quelqu'un qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève est devenu un héros national qu'il faut libérer parce qu'il avait été frapper des jeunes filles ou des jeunes garçons qui voulaient aller à l'école. Alors très bien. Pour vous, ces arrestations arbitraires justifient aujourd'hui que tout le monde est en vie. Elim Bilobé, sur la question, vous voulez réagir? Nous sommes en train de finir cette émission. Moi, je pense que le Cameroun est mal gouverné. Et les preuves de la malgouvernance s'accumulent. Ce n'est plus la peine que nous venions sur les plateaux de télévision démontrer que c'est mal gouverné. Voici les universitaires. Tout le monde est unanime qu'une concentration excessive, légale, est dans la Constitution. Vous voyez que ça donne le mal. Ce n'est pas parce que quelque chose est légal que c'est bien. L'apartheid était légal. C'était mauvais. Donc nous avons organisé un pays, et c'est depuis des années que l'opposition le dit. On ne nous écoute pas. Je veux seulement que du côté de l'opposition, nous soyons rationnels. Nous ne pouvons pas lutter pour des principes et nous satisfaire des dysfonctionnements qui sont faits dans l'application de ces principes, au motif que ça donne un certain écho à nos revendications. On revendique la libération des gens. Pourquoi? Ce que je revendique, moi, et Libilo, en tant qu'homme politique, c'est qu'on les juge en toute liberté, en toute équité, et que les juges disent que Aya, d'ailleurs, Aya n'est même jamais arrivé devant les juges. Il est resté au 7, ça veut dire qu'on l'avait arrêté, personne ne sait très bien pourquoi. Justement, si on a arrêté des gens, personne ne sait pourquoi. Pourquoi ne pas les libérer? Pourquoi ne pas libérer cette personne-là? La Constitution interdit d'arrêter les gens sans raison. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été libérés, monsieur Libelobek. Donc c'est une faute du gouvernement d'arrêter Aya. Edmond, mais est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute? Vous vous concrétisez, monsieur, vous vous concrétisez. Du gouvernement d'arrêter un soi-disant leader qui brûle le drapeau camerounais sur le sol camerounais. Quels sont ces leaders qui ont brûlé le drapeau camerounais? Parmi ceux qui ont été arrêtés. Dites-moi si c'est brûlé. Parmi ces leaders qui ont été arrêtés, quels sont ceux qui ont brûlé le drapeau camerounais? Je crois qu'on ne se comprend pas. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Je vous en prie, je vous retire la parole. Laissez vous allez laisser d'autres personnes parler, s'il vous plaît. On fait comment? Vous allez laisser d'autres personnes parler. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux affaires? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que vous comprenez la sortie de ces patriarches de Mfundi? Est-ce qu'elle a une légitimité? Est-ce que ça se comprend, cette sortie?
Ça ne se comprend pas. Il n'y a pas de lien entre leurs revendications et la crise anglophone. Il y a un mélange confus et déplorable sur l'esprit citoyen même et sur l'esprit de la République. Je l'ai dit tantôt, où on est dans un état de droit, où on n'est pas dans un état de droit. Mais on n'est pas dans un état de droit. J'ai la prétention de croire, malgré les dysfonctionnements, que nous sommes encore dans un état de droit. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas mélanger les choux et les chèvres, les carottes. C'est un mélange hétérogène, indigeste. Parce que la crise anglophone est née dans un contexte précis, avec des revendications précises, dans un contexte précis. Et on sait quelles sont ces revendications. On ne va pas refaire le débat. On ne reviendra pas sur cette... Vous laissez monsieur Edmond Kamga qui a la parole. Je vous en prie. On est à la fin de l'émission. On va gérer avec parcimonie donc le temps qui nous reste. Allez-y, Edmond Kamga. Vous avez été député, j'ai l'impression que vous regrettez d'avoir été député. Vous êtes sénateur. C'est comme ça que vous faites au Sénat. Exactement. Vous coupez la parole aux gens. C'est la démocratie. On gère les passes. Je ne suis pas surpris comment ça a réfléchi. On essaie. Passons. Et je comprends Abbé Limbi Lobe quand il vous critique souvent, parce que vous ne laissez pas la parole aux autres. Vous critiquez. Non, permettez qu'on s'exprime. Allez-y. Je dis et je répète, il n'y a aucun lien entre la revendication des patriarches Betty et la crise anglophone. Et j'espère que le gouvernement et le chef de l'État auront la lucidité nécessaire de comprendre qu'il n'y a aucun lien et qu'ils ne vont pas faire l'erreur de tomber dans cette dérive qui consisterait à libérer des personnes arrêtées pour détournement, condamnées, et dans un contexte précis. Parce que l'opération Épervier, ce n'est pas la crise anglophone. Nous sommes dans deux domaines différents, de nature différente, de contextes différents. Ça, c'est d'un. De deux, avant de chuter, je dois dire ici et maintenant que on sait parfois comment certaines choses commencent. On sait parfois, on ne sait pas toujours comment ça se termine. Tout à fait. Et je dois rappeler que dans ce pays, pendant les événements de 2008, certains membres du gouvernement ont pondu un communiqué. Et je suis heureux de ce que le délégué du gouvernement actuel, la communauté urbaine de Yaoundé, qui avait participé à ces réunions, a estimé qu'il ne partage pas les mots, les expressions qui avaient été utilisées par ses collègues dans cette déclaration-là. Et dans cette déclaration-là, il demandait à ceux qui sont venus brûler à Yaoundé de rentrer chez eux. Et vous savez de qui il parlait? Il parlait des halogènes qui rentrent chez eux, qu'ils avaient brûlé chez eux, qui ne viennent pas brûler chez nous. Il y en a un encore qui est en fonction, qui est ministre de la santé publique. Il y en a d'autres encore. Si vous voulez, si Paul Biya ou le gouvernement parvient à libérer ces gens, je vous assure, non. Écoutez, on ne réagit pas ainsi dans les crises identitaires. Non, c'est pas moi. Écoutez, vous menacez le président. Non, je ne menace pas le président. Oui, c'est pas moi. Je lui demande de jouer son rôle. Je vous en prie, cher D'être monsieur. républicain jusqu'au bout. On donc... Je vous donne le reste de ma parole. S'il vous plaît, on y va doucement. On a traité des gens d'étrangers dans leur propre pays. Je vous en Et prie. ce sont ceux-là, ce sont ces patriarches-là, qui ont traité des gens d'étrangers dans leur propre pays. S'il vous plaît. Rentrer chez eux. Ils Edmond demandent de Kamga, libérer leurs fils. s'il vous plaît. Les autres ne comptent pas. Les anglophones ne comptent pas. Très bien. Écoutez, les anglophones ne sont pas idiots. Vous mélangez tout. Très bien. Je veux dire ceci. Vous voyez donc ce que peut être un débat sur le fédéralisme. Tout à fait. C'est comme ça que ça va être même pire que ça. Exactement. Et je dis à tous ceux qui veulent prétendre que les revendications sur une injustice réelle que la communauté anglophone connaît. Moi, j'ai dit que nous avons, nous francophones, 54 ans que nous présidons. Ce n'est pas juste. Ça devait se corriger. Et 2018, ça doit être l'occasion de corriger ça. Mais ceux qui, pour revendiquer le traitement de cette injustice, pensent qu'ils doivent réviser l'histoire, nous ramener au fédéralisme, et les autres parlent de sécession, qu'ils sachent que si on prend tous ces gens qui parlent, dans le temps même c'est un leader francophone, pour faire du populisme ici, parle de fédéralisme, si on les met dans une salle, on dit que sortez de là avec un projet fédéraliste.
ce pays va se casser en 370 États. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur Limbi. C'est la fin de l'émission. Je ne partage pas votre avis. Je vous en prie, c'est parce que la fin de l'émission. Le fédéralisme n'est pas la sécession. Ne mélangez jamais les deux. Edmond Kanga, est-ce que je peux continuer cette émission? Merci. Alors, le dernier sujet, ce sera vraiment en une question sur la grogne populaire au Togo et puis la montée en puissance, je le disais, au Kenya. Des scénarios qui parlent, selon beaucoup d'observateurs, donc au Cameroun. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Je commence avec vous, docteur Essamba. Comment est-ce que vous percevez donc cette situation togolaise? Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs qui ont réagi cette semaine dans les médias, que cette situation parle au Cameroun? Je dois pouvoir indiquer que, ou du moins m'interroger de la question de savoir si l'Afrique n'a-t-elle pas été brutalement démocratisée. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de résistance et que aujourd'hui les gens finissent par comprendre que lorsqu'on parle d'une démocratie, c'est peut-être cette majorité qui dirige sous le contrôle de l'opposition avec justement l'arbitrage du peuple. Et on voit aujourd'hui que tout le pouvoir n'émane que du peuple. Et ceux qui veulent s'en départir ou s'en défier trouvent aujourd'hui ce que nous constatons dans ces zones. On a d'abord vu la sortie au Kenya de la Cour suprême où le président de la Cour suprême a justement annulé une élection pour un ensemble d'irrégularités qui ont été relevées. Et ça, c'est une sortie à saluer. Parce qu'aujourd'hui, le juge de la Cour suprême restaure la démocratie, il restaure les libertés politiques et civiles. Et ça, c'est ce qu'on attend. On en parle, c'est indicateur pour l'État du Cameroun. Moi, je veux tout simplement dire que ça parle au Cameroun justement parce que l'opposition au Cameroun doit s'inspirer également de ce que nous vivons ailleurs. C'est vrai, par exemple, que c'est une opposition aujourd'hui qui est bâillonnée, qui est émasculée, parce que quand on voit tous les combats depuis une décennie aujourd'hui, depuis 2 décennies, qui n'ont abouti à rien, ça fait de sorte que notre opposition, d'ailleurs même sur le plan juridique, nous sommes dans, comment dire, on n'a pas une opposition consacrée. Il n'y a pas un statut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un statut juridique de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a les éléments d'émergence d'un statut. C'est-à-dire le multipartisme, la démocratie, ainsi de suite. Donc moi, je pense pour ma part que il faudrait que ce signal fort qui nous vient d'ailleurs puisse nous indiquer et nous formater de ce que la politique, aujourd'hui dans un État, repose sur des critères de bonne gouvernance, des critères de transparence publique, des critères justement de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, je chute par là, vous voyez aujourd'hui la crise dite anglophone soulève 2 choses. La première chose, c'est un problème de gouvernance publique. Et la seconde chose, c'est sur la recherche de la forme de l'État. Oui. Quelle est la forme de l'État que nous devons entreprendre pour éviter un certain nombre de choses, compte tenu du caractère complexe de l'État du Cameroun? Edmond Kanga, vous qui justement est à la tête donc, du service politique international de la nouvelle expression, pour revenir sur le cas Togo, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les populations refusent, rejettent les réformes institutionnelles qui sont proposées par le pouvoir en place au Togo de Faure Gnassingbé? Oui, on peut le comprendre. C'est à peu près, mais avec des comparaisons n'étant pas raison, à peu près ce qui s'est passé avec le Gabon, c'est-à-dire l'opposition gabonaise et Ali Bongo. À peu près, pas exactement la même chose. Mais la particularité, j'ai dit à peu près parce qu'il y a eu des chefs d'État, Gnassingbé, il y a des marques qui étaient le père de Faure Gnassingbé. Et puis au Gabon, il y a eu Ali Bongo et puis Bongo Père. Omar Bongo et Ali Bongo. Donc voilà un peu les similitudes. Mais ça s'arrête là. Au Togo, c'est que Faure Gnassingbé, il est au pouvoir depuis la mort de son père, comme Ali, depuis 2005. Et puis aujourd'hui, vous savez, après pratiquement 10-12 ans de pouvoir, l'opposition estime que le moment est venu de relancer le combat pour réviser la Constitution. Et le pouvoir de Gnassingbé est en train d'essayer d'anticiper. Il essaie de faire passer le texte en tenant compte de certaines revendications d'alliance de l'opposition, et notamment le scrutin à 2 tours. Le problème aujourd'hui, je crois que c'est presque acquis qu'on va réviser la Constitution au Togo, ce sera 2 tours. Et ça, c'est très important. C'est une revendication importante de l'opposition là-bas. Mais sauf que... Ce serait une victoire de l'opposition. Ce serait une victoire de l'opposition. Sauf que ce qui fait problème aujourd'hui, enfin l'une des choses qui fait problème au Togo, c'est qu'ils estiment que ce n'est pas parce qu'on aura obtenu le scrutin à 2 tours que si Faure Gnassingbé se représente, il aura la possibilité de faire encore 2 mandats. C'est là où ça s'achoppe.
Et les problèmes se posent au niveau de la rétroactivité de la loi et tout ça. Il y a une série de batailles juridiques pour son maintien ou pas au pouvoir après l'adoption de la future constitution. Ferdinand Zinadida, les gens régulièrement reprochaient à l'Afrique francophone d'être un peu morte démocratiquement. Est-ce qu'on peut considérer tout ce qui arrive là comme une sorte de réveil du peuple, de l'opposition notamment en Afrique francophone? Oui, il y a un réveil qui est dû à l'émergence des médias de communication, des réseaux sociaux. Maintenant, on voit ce qui se passe ailleurs. Les gens voient les formes de revendication. Donc, ce qu'on acceptait avant, on ne l'accepte plus. Donc, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. D'ailleurs, je dis souvent à nos frères de l'opposition que, mais attendez, on a vu ailleurs des gouvernements qu'on croyait ou des chefs d'État qu'on croyait tellement sûrs de tenir la machine électorale, mais qui ont perdu les élections ces derniers temps. Pourquoi vous vous focalisez sur le code électoral, sur le fichier électoral? Bref, je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire au niveau de l'Afrique francophone. Nous n'avons peut-être pas encore atteint, encore que certains pays comme le Sénégal n'ont rien à envier au Kenya. Ce qui est arrivé au Kenya arriverait facilement au Sénégal. Pourquoi on va faire la fine bouche? Mais effectivement, le plus gros des pays francophones n'est pas encore là. Mais pour terminer, je voulais relever quand même une petite équivoque. Il faut faire attention quand on fait ce genre de débat. J'ai dit sur l'histoire des patriarches, il faut qu'on soit bien d'accord, que quand je l'ai lu, c'est quelque chose qui pour moi était générique, sur lequel je trouvais que ce n'était pas tout. Mais seulement, je dis, ça sort justement du fait que nous pensons, et certains Camerounais pensent qu'ils peuvent se prévaloir d'une certaine, je veux dire, irresponsabilité chez eux, mais qu'ils ne demanderaient pas ça à d'autres dans leur région, c'est-à-dire notamment le centre et le littoral. Certains Camerounais pensent qu'ils ont le droit de pouvoir bloquer l'action de l'administration chez eux et dire que c'est une revendication politique, mais quand les autochtones, ceux qui sont à Yaoundé et à Douala font pareil, on leur dit c'est le Cameroun, non. Nous ferons notre émission sur le repli identitaire. Pour finir en disant à mon ami Edmond Kamga que ce que je dis, ce n'est pas que les patriarches ont raison, mais je dis les patriarches suivent maintenant le cours de l'actualité de ce pays. On a beaucoup de temps. Et vous allez réagir. Attention quand vous supportez certains courants, que ce soit justement l'inverse de ce que vous croyez qui va arriver. Non, moi, je vous en prie. Je soutiens et j'espère que la crise anglophone va trouver une solution. Elie Bilobé, sur la situation au Togo et un peu au Kenya, que peut-on penser aujourd'hui de cette opposition qui manifestement commence à dicter la loi dans plusieurs pays francophones? Premièrement, le Kenya est un pays anglophone. Anglophone, oui, en fait. Je constate que le fait qu'il soit anglophone n'a pas fait de ce pays un pays stable. Il est dans une instabilité récurrente. Il a frôlé la guerre civile. Donc on ne pense pas que parce que nous on est francophone et anglophone, c'est pour ça que les gens doivent nous faire croire que la culture anglo-saxonne est meilleure. On ne parle pas de culture anglo-saxonne, mais deuxième chose, il y a un constat que dans les pays africains anglophones, il y a une certaine deuxième chose, maturité démocratique. Il n'y a aucune maturité spéciale. Deuxième chose, c'est vous qui le dites. Le juge kenyan a fait preuve de ce que nous demandons à tous les juges africains, l'indépendance d'esprit. Le fait que le président Ouro l'ait nommé ne l'a pas rendu un assujetti du président. Il s'est affranchi de tout ça. Je souhaite que nos juges atteignent ce niveau de liberté intellectuelle et judiciaire. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas au service du gouvernement. La justice est rendue au nom du peuple. Les députés votent les lois, les juges sont chargés de veiller à ce que les choses se passent conformément à ces lois. Pas conformément à la volonté politique du président qui instrumentalise la justice pour faire ceci ou pour faire cela. Ensuite, le Togo. Le Togo vient de nouveau de nous parler, nous à l'opposition camerounaise. Vous avez vu qu'il y a un parti là-bas qui se vante d'avoir mis les gens en route. C'est l'ensemble des partis politiques de l'opposition. C'est les partis politiques de l'opposition dans une union qui ont battu Wade. Wade lui-même est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une union qui a amené Wade au pouvoir. La Gambie a réussi à révolutionner son ordre politique grâce à une union.
Faut-il vous rappeler que le seul bon résultat en 13 élections que l'opposition camerounaise a déjà échoué, c'est en 92 et c'était le fruit d'une union. Oui. Pardon, écoutez-moi très bien, je vous dis. Moi, je vous connais tous. Et lui, il faisait la campagne. Je vous connais tous. Aucun des partis politiques de l'opposition ne peut battre le RDPC aux élections. Alors, il ne s'agit pas de ça. Il faut laisser la merci. L'opposition ne peut battre le. Mais c'est libéré, c'est la fin. C'est la fin. Vous changez l'ordre, mais on n'a pas encore lancé la campagne. C'est illégal ce que vous faites. Je vous demande un état arbitraire. Vous devez attendre. Les viennent de demander la libération de leurs enfants. On aussi commencé la campagne avant. Très bien. Merci à vous. On doit appeler encore les pour que vous fassiez la campagne. Très bien. C'est la fin de cette édition. Merci. Merci Elie Bilobert d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kamgia, à vous, Ferdinand Ndina et à Dr Isomba, à tous les téléspectateurs qui étaient avec nous ce dimanche, à l'équipe technique nous accompagne. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne continuation d'émission sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.